eh bien, on va s'attacher à mieux définir cette composante qu'est l'investissement. Alors, on peut proposer différentes définitions de l'investissement. L'idée, c'est que vous soyez en capacité, vous, de le définir pour un éventuel devoir sur ce sujet. Donc, vous devez absolument avoir votre définition de l'investissement. Alors, on peut dire, ça, c'est totalement descriptif, que l'investissement est une dépense. Il y a deux dépenses du revenu, l'investissement et la consommation. Donc, l'investissement est une sorte de dépense qui permet, et on a rappelé les trois conséquences économiques, de maintenir, de développer, et on pourrait même dire d'améliorer, le stock de capital productif. Donc voilà, c'est une définition très simple, très descriptive de ce qu'est l'investissement. On peut dire aussi tout simplement que l'investissement est un flux qui va alimenter un stock. Quel stock? Le stock de capital. Alors je vous rappelle, techniquement, ce flux qui alimente ce stock, eh bien, il s'accompagne aussi d'un flux inverse, d'un flux sortant du stock de capital, puisqu'il va falloir sortir du stock de capital tous les éléments usagés, c'est-à-dire ce qui correspond à la consommation de capital fixe, alors que ce soit usagé parce que la machine a fait son temps, ou que ce soit usagé, bien évidemment, parce que technologiquement, la machine est dépassée. Et c'est plutôt cet aspect-là qui l'emporte aujourd'hui, c'est-à-dire c'est l'obsolescence technologique qui va venir vider le stock de capital. Donc, le stock de capital, alimenté par le flux d'investissement, est minoré par le flux de consommation de capital fixe. Troisième définition, l'investissement est une dépense qui permet de générer un revenu dans le futur. Alors là, on est sur un autre type de définition, puisqu'on rentre dans le mécanisme économique de l'investissement. Alors, on peut dire aussi, c'est d'ailleurs une définition, mais que je vous déconseille parce qu'elle est trop générale, il faut l'expliquer, donc on peut dire que l'investissement est un pari sur l'avenir. Effectivement, quand on investit, c'est pour qu'à long terme, une fois la durée de vie de l'investissement terminée, eh bien, on constate une rentabilité. C'est-à-dire que ce qu'a rapporté l'investissement va être supérieur à son coût. Et c'est donc ce pari-là que l'on fait lorsque l'on investit. Et plus cette rentabilité prévisionnelle de l'investissement est élevée, et plus les entreprises vont être incitées, évidemment, à investir. Donc c'est ce pari sur l'avenir, et vous comprenez bien pourquoi cette décision est difficile à prendre, parce que nul ne connaît l'avenir, et donc il faut, évidemment, écrire des scénarios qui ont toutes les chances de ne pas se produire. Donc c'est la difficulté concrète de la décision d'investir dans les entreprises qui est liée à ça. Donc, en tous les cas, l'investissement est une dépense qui permet de générer, il faudrait préciser éventuellement, un revenu dans le futur. Alors, qui investit ? Je vous parle des entreprises, mais évidemment, l'investissement n'est pas réservé aux entreprises. En fait, on va s'en apercevoir, tous les agents investissent. Alors d'abord, les entreprises, et nous, ensuite, on parlera plus volontiers de cela, parce que c'est, vous l'avez compris, la dimension la plus essentielle de l'investissement, parce que c'est ce qui va permettre de produire de la richesse. Donc l'investissement des entreprises est au centre de notre réflexion, mais il faut savoir qu'il y a d'autres agents qui le font. Les entreprises, donc, où généralement on incorpore aux entreprises non seulement au sens de la comptabilité nationale, des secteurs institutionnels, les sociétés, mais on y ajoute aussi les entrepreneurs individuels. Donc cette fois-ci, les entrepreneurs individuels ne figureront pas du côté des ménages, ils figureront du côté des entreprises tout simplement. Vous pouvez trouver d'ailleurs des données statistiques avec l'autre décomposition, c'est-à-dire investissement des ménages, y compris les entrepreneurs individuels. Vous pouvez avoir un traitement statistique relativement différencié sur cette question. Donc les entreprises d'abord, ensuite les ménages. Alors les ménages, une fois qu'on a sorti les entrepreneurs individuels et qu'on a dit que c'était des entreprises, eh bien, les ménages ne peuvent plus investir que dans un seul bien. Et ça, je vous demande évidemment de bien retenir cela. Un ménage ne peut investir que dans son logement. Donc toute autre utilisation du terme investissement pour tout autre acte économique que l'acquisition d'un logement n'est pas appropriée.
Je vous dis ça parce que dans les médias, on entend souvent dire les Français investissent en bourse. Non, on n'investit pas en bourse, on place en bourse. Et les entreprises qui vont avoir le bénéfice de ces placements, elles, vont éventuellement investir avec cet argent. Ce n'est pas exactement la même chose. Donc techniquement, économiquement, le seul investissement des ménages, c'est l'acquisition d'un logement. Les administrations publiques, alors qui ont des investissements essentiels, comme chacun sait, puisque c'est l'ensemble des infrastructures économiques et sociales sans lesquelles la vie économique ne serait pas possible. Pensez aux moyens de communication et de télécommunication, mais pensez aussi aux infrastructures sociales, notamment au système éducatif, qui est d'un grand service pour la production de valeur ajoutée par les entreprises privées. Mais c'est aussi le système de santé, sans lequel les Français seraient en moins bonne santé qu'ils ne le sont aujourd'hui, et donc seraient très probablement moins productifs dans les entreprises qu'ils ne le sont aujourd'hui. Donc, ces infrastructures économiques et sociales sont essentielles à l'activité des autres entreprises. Ce sont des investissements publics. À titre anecdotique, les administrations privées, c'est-à-dire les associations pour l'essentiel, investissent elles aussi. Et là, c'est très assimilable à ce qui se passe dans une entreprise. Généralement, les investissements, c'est du matériel informatique ou de télécommunications, et ces investissements sont très confidentiels. Mais il faut bien comprendre que aussi ce genre de secteur institutionnel connaît un investissement. Alors, regardez ce que ça représente en 2010. Donc en pourcentage, c'est le plus important. Les entreprises non financières, c'est-à-dire toutes les entreprises, y compris les entreprises individuelles, là, qui a été sorties des ménages, comme je vous le disais, représentent 52% de l'investissement. C'est-à-dire que plus de la moitié de l'investissement, c'est celui des entreprises. Ce qui justifie le fait que quand on étudie l'investissement, on étudie en priorité l'investissement des entreprises. Surtout que si on rajoute l'investissement des entreprises financières, on arrive à 55% au total. Ensuite, les ménages, et on voit donc à l'intérieur de ce pourcentage important, 28%, on voit donc que le secteur du logement est très très important pour la croissance économique, puisque finalement c'est plus d'un quart de l'investissement. Donc quand l'acquisition de logements est freinée, ça pose effectivement un problème de croissance. Et puis après, les administrations publiques, 16%, donc l'investissement des administrations publiques est évidemment moins considérable que sur les deux premiers agents. Il est plutôt en diminution. Il est évident que les économies budgétaires qui sont réalisées à l'heure actuelle par le gouvernement portent aussi, et j'allais dire presque essentiellement, sur les investissements que l'on peut différer. Donc tous les programmes de rénovation, de construction, de nouvelles autoroutes, de nouvelles lignes TGV, etc., sont retardés pour tenir compte de la décision budgétaire. Du coup, le poids de l'investissement public est beaucoup plus faible. C'est ça qu'il faut retenir. Et puis vous voyez, les institutions sans but lucratif au service des ménages, c'est 1%, encore une fois, c'est totalement confidentiel. Donc, ce qui est intéressant, c'est les variations qui sont réalisées sur cet investissement. Donc, en noir, vous avez les chiffres de la variation 2009 par rapport à 2010, et en rouge, la variation précédente entre 2008 et 2009. Alors, celle entre 2008 et 2009, évidemment, pour une partie d'entre elles, c'est la crise économique qui va se faire sentir. Et donc, on s'aperçoit, regardez, par exemple, sur l'investissement des ménages, comment il a baissé entre 2008 et 2009. Et là, on est totalement dans l'optique de la crise financière, qui, je vous rappelle, au départ, touchait l'immobilier. Et on avait une grande crainte pour que la bulle immobilière américaine, finalement, explose un petit peu partout dans le monde. Ce qui n'a pas vraiment eu lieu, en tous les cas pas en France. Mais là, on voit les tendances avec cette variation de pratiquement de 10% à la baisse de l'investissement immobilier des ménages. Les entreprises financières en pleine tourmente, là, évidemment, elles étaient en première ligne sur la crise financière, parce que c'est elles qui détenaient les actifs pourris. Donc, quand une entreprise connaît des difficultés potentielles, la première chose qu'elle arrête,
eh ben, c'est ces projets d'investissement, parce qu'ils ne sont pas, comment vous dire, ils ne permettent pas la continuité de l'activité, ils ne permettent pas son développement, mais ils permettent son développement, mais ils ne permettent pas sa continuité. La continuité, elle ne dépend pas des investissements. Donc, les entreprises sacrifient souvent leurs investissements. Pour les entreprises non financières, là, c'est la récession. Je vous rappelle que derrière, c'est une crise industrielle. Et qui investit le plus en FBCF? Les entreprises industrielles. Donc, on a un effondrement en 2008-2009 de l'investissement. Et puis, on croyait en 2010 à une reprise de la croissance économique, et ça reposait en partie sur ce chiffre positif de l'investissement des entreprises. On disait, tiens, c'est bien, les entreprises ont recommencé à investir. Je vous rappelle que c'est quand même 2,4% après une année de moins 12%. Donc on ne retrouve pas le niveau, et on en est loin de l'année d'avant. Puisque c'est plus 2,4% de quelque chose qui vient de baisser de plus de 12%. Donc, le niveau atteint est inférieur au niveau de départ. Les administrations publiques, alors, intéressant aussi, pourquoi en 2008-2009, on s'aperçoit qu'il y a un effort d'investissement supplémentaire? C'est le plan anti-crise. Partout en Europe, aux États-Unis, au Japon, les États vont injecter d'immenses liquidités pour soutenir la demande. Alors c'est du revenu, c'est des baisses de taxes, c'est des primes à la casse pour les automobiles, des aides sectorielles, et puis ce sont aussi des investissements pour soutenir l'activité. Donc là, on voit le rôle actif de l'État cette année-là pour essayer de lutter contre la récession. Et puis, patatrac, 2009-2010, suite à la dépense, on sonne le tocsin sur l'état des finances publiques. Et donc, il y a des alertes à la dette, il y a des alertes au déficit. Et on est tous dans une préoccupation de réduction absolue de la dépense publique. Et là, évidemment, les premières coupes se font dans les investissements publics. Voilà donc ce qu'on peut dire sur la répartition de l'investissement entre les différents agents et comment ça a évolué en fonction de la conjoncture économique récente. Alors, comment ça se mesure l'investissement? On a une mesure assez restrictive qui est déterminée par l'INSEE, qui utilise le terme de formation brute de capital fixe pour mesurer l'effort d'investissement d'une entreprise ou de la nation. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la formation brute de capital fixe? Il y a tous les investissements matériels. Alors, on entend par investissement matériel, évidemment, les bâtiments. C'est le foncier aussi. C'est les installations. Ce sont les matériels de production, les machines. Ce sont les ordinateurs. Ce sont les matériels de transport. Donc, tous les éléments matériels nécessaires à produire des biens et des services. Et puis, on a rajouté à ces investissements matériels une autre catégorie d'investissements qui se développe extrêmement rapidement depuis une vingtaine d'années, ce sont les acquisitions de logiciels. Alors, c'est intéressant, puisque les logiciels, par définition, sont des investissements immatériels. Mais on a englobé ces investissements immatériels, encore une fois, pour tenir compte du fait que ça devenait une composante essentielle de l'investissement des entreprises aujourd'hui, particulièrement dans le domaine des services, où finalement les machines sont relativement rares. Ce sont des ordinateurs et des serveurs, les machines, mais l'essentiel de l'investissement, c'est tous les programmes que l'on va mettre dedans pour pouvoir exécuter les missions de l'entreprise. Donc, prise en compte des logiciels dans la FBCF. Alors, d'un point de vue comptable, on incorpore aussi dans la formation brute de capital fixe, là, je vous le dis parce qu'effectivement, ça a un gros rapport avec la comptabilité privée, on y adjoint aussi les variations de stock, c'est-à-dire qu'on considère qu'un stock dans une entreprise, finalement, c'est un investissement. Et qu'effectivement, cet investissement est destiné à rapporter dans le futur, rapporter quand il sera transformé en produit ou quand il sera vendu s'il s'agit d'un stock de produits finis. Donc, techniquement, on a aussi les variations de stock
dans les investissements. Par contre, la formation brute de capital fixe passe à côté d'un certain nombre de choses que l'on pourrait économiquement interpréter comme étant de l'investissement. Par exemple, tout ce qui est investissement immatériel, hein, on verra les composantes, et ces investissements immatériels dans la comptabilité sont considérés comme des dépenses courantes, hein, donc comme des charges, et non pas donc, comme des immobilisations avec possibilité, par exemple, d'amortissement. Donc les investissements immatériels, et puis les investissements financiers, qui pour la comptabilité nationale, contrairement d'ailleurs à la comptabilité privée, eh bien, n'existent pas en tant que tels. Hein, ce sont donc des placements faits par les agents économiques, mais on ne considère pas que l'acquisition de titres soit un investissement. Il est évident que quand une entreprise prend le contrôle du capital d'une autre entreprise, on est bien d'accord qu'il s'agit économiquement d'un investissement parce que l'entreprise veut mettre la main sur l'activité de l'entreprise qu'elle acquiert. En tous les cas, dans sa mesure, il faut bien le savoir et ne pas l'oublier, l'investissement mesuré par la formation brute de capital fixe ne prend pas en compte les investissements financiers. Alors, on distingue aussi investissement brut et net. Donc, vous devez connaître évidemment cette distinction. Donc, la formation brute de capital fixe deviendrait la formation nette de capital fixe. Et qu'est-ce qui permet de passer de l'un à l'autre? Eh bien, c'est on retire à la formation brute de capital fixe la consommation de capital fixe pendant la période, et on a donc la formation nette de capital fixe. Hein, c'est normal, c'est la minoration du stock de capital par les éléments usagés ou obsolètes. Hein, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, voilà les principaux instruments de mesure de l'investissement. Alors, on calcule aussi couramment, et pour la nation, et pour une entreprise en particulier, le taux d'investissement. Bon, alors la formule du taux d'investissement, finalement, c'est très simple. C'est formation brute de capital fixe sur la valeur ajoutée produite par l'agent qui a investi. Hein, donc, au niveau de la nation, c'est montant de l'investissement net national total sur PIB, puisque le produit intérieur brut, c'est la somme des valeurs ajoutées. Fois 100, puisque évidemment il s'agit d'un taux. Donc ça veut dire quoi? Quand le taux d'investissement est de 20%, c'est un chiffre d'ailleurs qui est très proche du taux d'investissement réel des entreprises françaises sur le long terme, quand on dit donc que le taux d'investissement est de 20%, ça veut dire qu'il y a 20% de la valeur ajoutée qui est réinjectée dans l'accumulation du capital.